Salut Marc, salut Smart. Salut peuple le catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du monde merveilleux du show bleu, du Friday Night SmackDown du 22 octobre 2021, le 1157e du nom. Ça y est, ils ont quitté Riyad, ils ont quitté l'Arabie Saoudite en jet privé, tranquille. Le papy était avec Vince McMahon. Direction Wichita, Kansas, USA, pour ce show bleu qui se déroule le lendemain même de Crown Jewel. Au commentaire, toujours Michael Cole et Pat McAfee. Et concernant cette review de ce Friday Night SmackDown, vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je, je suis votre luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris, et je suis accompagné en force, parce qu'à Catch Up, on est comme ça, tout le monde a pété la porte du studio, tout le monde voulait se battre pour reviewer le plus grand show de catch du monde de la semaine. En l'occurrence, Friday Night SmackDown. Donc ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais c'est trois comparses qui m'accompagnent. Alors ça va être compliqué, mais je vais commencer avec d'abord un retour certain et identifié. Le retour du bon, de l'ignoble Ringside. Salut mon Ringside. Salut tonton, salut les amis. Et oui, j'ai replié mon handicap, je l'ai remis au placard, remisé au placard, et je suis là pour ce premier épisode. Très heureux d'être de retour. C'est le début de la nouvelle saison de SmackDown. Voilà, très motivé pour vous raconter tout ça. Tu as fait quelques petites infidélités à la WWE en te plongeant dans le G1 Climax avec une finale Kazuchika Okada versus Ibushi, mais qui s'est pas passé extraordinairement bien apparemment. Eh ben ouais, l'accident. On part sur un gros drame. Match. Là, on était parti pour 1 heure de combat, je pense. Entre Dieu, Kazuchika Okada, et son adversaire. En toute humilité, Dieu. En toute humilité, voilà, Dieu. Oui, moi, ça fait des années que j'attends la victoire d'Okada. G1 Climax, et voilà, affronter Kota Ibushi, l'adversaire parfait, qui a gagné 2 fois de suite sur les 2 dernières années. Il se retrouve évidemment pour la finale. Et malheureusement, sur un Phoenix Splash esquivé par le dieu Okada, Kota Ibushi s'explose l'épaule, il ne se relève plus, le match est arrêté. Une fin de tournoi bien triste, mais à l'image d'un tournoi qui était un petit peu maudit, on va dire, puisque on a eu notamment l'abandon après un match de Tetsuya Naito, qui se blesse aussi. Voilà, les braquettes d'un côté comme de l'autre n'étaient pas très fournies, il y avait beaucoup de seconds couteaux qui ont fait partie du tournoi. C'était pas très alléchant. Moi, je retiens surtout les performances de Zack Sabre Jr., de Jeff Cobb, et un très beau match entre Tanahashi et Okada en début de tournoi. Sinon, un petit peu rien à déclarer, hormis la tristesse et un peu la déception de ce tournoi. C'est un peu difficile pour la New Japan Pro Wrestling en ce moment. Mais quand même, troisième G1 Climax pour Kazuchika Okada, malgré tout, quand même, qui commence à se faire un palmarès déjà conséquent, mais alors là, qui devient long comme le bras. Ouais, alors il a plus rien à prouver, Okada. Ouais, c'est son 3e. Alors, j'ai pas vérifié les chiffres, mais c'est possible que ce soit effectivement sa 3e victoire. Voilà, moi je suis content parce que ça fait des années que j'ai le temps de le voir gagner un G1 Climax. Quand j'ai commencé à suivre vraiment de très près la New Japan, c'était après sa victoire, donc sur le tournoi l'année suivante. Donc il a pas regagné depuis, c'était son long règne de champion, excellent règne de champion. Voilà, bon, je vais quand même suivre la suite parce que je veux aller voir la reconquête du titre par Okada, et puis en espérant qu'il le rebute un peu comme il était à l'époque. Et puis il faut noter quand même le retour de Shibata aussi, qui était blessé suite à une commotion cérébrale, qui a pris sa retraite il y a quelques années, et qui est revenu là faire un match d'exhibition face à Zack Sabre Jr. de 5 minutes. Bon, ils ont fait essentiellement du chain wrestling, il a pas pris de bump, mais apparemment il serait de retour pour la suite. Donc Shibata, c'était un des gros noms de la New Japan qui était en train de rentrer vraiment dans le main event, et puis qui s'est blessé face à Okada. C'est actuellement le coach un peu de toutes les écoles de catch de la New Japan, chez les Young Lions. C'est un peu, pour les suiveurs du catch japonais de la New Japan, c'est quand même une grosse nouvelle, ce retour. À voir s'il pourra catcher comme il catchait à l'époque. C'est toujours ça le problème. Maintenant, il commence à y avoir beaucoup de mecs qui reviennent de grosses blessures, qui sont censés être à la retraite à la New Japan. C'est pas forcément pour le mieux, parce que généralement, ça ne donne pas non plus des matchs qui sont exceptionnels. Entre Kenta, qui est un peu au bout du rouleau, des mecs comme Oma,
Comment il s'appelle Takahashi. Voilà, c'est un peu. C'est bien de donner du boulot à des mecs qui sont blessés, mais il faut pas trop les mettre dans le main event, quoi. C'est ça qui est dommage. Voilà, faut du sang frais à la New Japan. Mais bon, tout ça, ça partira une fois que le Covid sera définitivement disparu. Donc, en tout cas, voilà, un J1 que je vais pas y faire passer 3 heures non plus, mais un J1 assez décevant. En tout cas, merci Ringside, parce que c'est bien, peuple de catch-up, voilà, vous avez des nouvelles fraîches de la NJPW grâce à notre spécialiste Made in Japan. Donc, c'est formidable. Et bah écoute, on est parti pour une longue review. Alors, en général, des fois, SmackDown, ça nous arrive de faire plus long que le show lui-même. Je pense qu'à 4, c'est à peu près ce qui va se passer. Et donc, pour continuer la folie et vous ambiancier, et ben rien de tel que qu'accueillir notre ami, notre archange Géliel, qui était de la review de Crown Jewel déjà. Salut Géliel. Salut tonton et bienvenue également pour ce back-to-back après Crown Jewel. Salut Ringside et puis salut. Ah non, je te laisserai annoncer le dernier participant. En tout cas, bien présent pour cette revue de SmackDown. Ouais, parce que c'est celui qui galère le plus pour atteindre le studio, quoi, avec le déambulateur, tout ça, ouvrir la porte. Enfin bon, heureusement, Ringside, il avait cassé la porte aujourd'hui, donc c'était plus pratique. Mais il est bien avec nous, l'indescriptible, l'inamovible, Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, bonjour Ringside, bonjour Géliel, comment allez-vous? Ouh, il y a du monde aujourd'hui à la maison de retraite, hein. Oh là là, j'ai failli oublier des noms. Bon, par contre, j'ai bien écouté Ringside, là, j'ai bien noté que les braquettes de la NJW ou je sais pas quoi là, étaient mal fournies. Donc, je retiens ça. Allez, bah du coup, on va quitter le monde du Japon, messieurs, pour retourner aux États-Unis, pour retourner à Wichita, Kansas, hein, au Friday Night SmackDown post-Crown Jewel. Alors, on va parler tout de suite des dark matchs. Pourquoi pas? Tiens, des dark matchs, parce que j'aime bien, parce que SmackDown c'est quand même un monde merveilleux, parce que comme d'habitude, je vous laisse deviner, mes amis, surtout les habitués de la review du SmackDown, qui était en dark match cette semaine, à votre avis? Alia. John Cena. Baylor. Non, 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 non. On en parle Edge. souvent pourtant. Hein. Alors là, Miaim. franchement, Ricochet. vous faites pas vos devoirs, hein, parce que putain. Mais on sait que c'est Keith Lee, mais on s'en Ah, fout de Keith quand Lee, c'est même. fou. Incroyable, incroyable. Le mec Il est est en à train de, SmackDown. de collectionner un record un record de match en dark match. Et là, ça va faire plaisir à Papy parce qu'il a battu Drew Gulak. Donc, et voilà. Oh. Voilà. Que tu annonces champion du monde quand même depuis 2004 et qui est en dark match face à Kisly et qui se fait déboîter. Bon, il y en avait un autre petit dark match, c'était Aliyah versus Shotzi. Aliyah a gagné. Voilà. Aliyah, elle doit gagner un match tous les 18 mois, donc je pense qu'elle devait être contente quand même, elle devait être satisfaite. Mais bon, tout ça, c'était pour la rigolade, c'était nos dark matchs habituels de SmackDown. Il y en a un très beau à la fin, mais on en parlera un tout petit peu à la fin. Allez, on attaque, on ouvre. Le tout nouveau roster, ça y est messieurs, c'est parti, hein, ce post-Crown Jewel, les rosters sont dorénavant effectifs à SmackDown et à Raw, mais bon, les bonnes habitudes restent, c'est Roman Reigns qui débute le show, accompagné de Paul Heyman. Il va lui demander une explication sur ses actions à Crown Jewel, hein, s'il a acheté le titre pour lui ou pour Brock Lesnar, parce qu'il n'en est pas sûr. S'il a assuré au micro qu'il était de son côté, le travail qu'il a fait à Crown Jewel de Paul Heyman, c'était pas très très clair. En attendant, Paul Heyman est le meilleur des meilleurs, qui est champion universel depuis plus d'1 an, la tête de la table. Il nous rappelle les noms qu'il a battus pendant son règne, la longue liste de victimes, et il peut maintenant ajouter le protégé de Heyman. Il a brisé la malédiction, ça y est, il a battu Brock Lesnar, fair and square. Et d'ailleurs, à part lui, il se demande si il sera présent à SmackDown ce soir pour le défoncer, tout simplement. C'était clair, c'était limpide, c'était pratique. C'est ce qu'on va voir parce que ça le dérangerait pas de lui botter le cul 2 soirs consécutifs. Un peu d'attente, un peu longue d'ailleurs. Hein, Brock Lesnar va enfin faire son apparition. Alors lui, pour savoir, la petite info sympa, c'est que lui, à la fin de Crown Jewel, il a attendu personne puisqu'il a son jet privé, notre ami Brock Lesnar, qui est retourné aux States direct. Il n'a pas de problème avec ça, quoi. Et donc là, il va pas attendre non plus. Hein, il est pas dans le style à attendre ce garçon et il va s'en prendre directement au Tribal Chief. Ça va commencer à partir en cacahuète, ce beau monde va se cogner dessus. Évidemment, les Usos vont être obligés de venir en renfort pour que le Brock Lesnar blesse pas quand même Roman Reigns, quoi. Ils vont se faire dégager par la bête avec force.
mais ça va permettre quand même à Roman Reigns de tenter la fuite. Lesnar, il réussira à le reprendre, tenter de le défoncer avec une caméra, hein, au passage, prenons un peu le matériel, ça peut être utile. C'est le moment que va choisir Adam Pearce pour faire intervenir tout le monde présent en coulisses pour arrêter la folie de Lesnar. Alors vous connaissez l'image, hein, le mec sort, il est sous le petit tonton, il est complètement paniqué, et allez les gars, et là t'as tous les mecs, toute la low-card, plus les mecs de la sécurité obscure qui sortent pour venir arrêter la bête en rage. Ils vont tous tenter, hein, arbitre officiel, lutteur, tout le monde va le tenter, mais ils vont tous se faire démonter, déboîter un par un. Ça va permettre néanmoins à la Bloodline de battre en retraite, hein. Et finalement, au retour d'une pause commerciale, Adam Pearce est sur le ring, il annonce que Brock Lesnar, ayant attaqué plusieurs officiels, il est suspendu indéfiniment. Lesnar l'a entendu, il refait son apparition, il demande à ce que Pearce répète ce qu'il vient de dire, avant finalement les doigts s'en prendre directement, physiquement à Adam Pearce. Adam Pearce, baby, il se prend un gros F5 dans sa gueule. C'est ainsi que cette affaire se termine. Alors là, je vais demander l'analyse et l'expertise de nos chroniqueurs. Allez, on va commencer par notre ami Ringside, là, qui revient un peu sur le show bleu, sur le monde merveilleux du show bleu. Ringside, la bête, la tête de la table, tout ça, ça t'inspire quelque chose ? Pardon, j'avais coupé mon micro. Alors, quel accueil, quel retour, magnifique, Brock Lesnar. Il va nous manquer, Brock Lesnar, s'il est vraiment absent pendant plusieurs semaines. Mais d'abord, déjà, une très belle promo de Roman Reigns au micro. Il porte toujours très bien son personnage. Moi, ça fait un moment que j'avais pas regardé les weekly, donc je savais pas trop où on en était de tout ça. Mais ils ont bien reposé un peu tous les enjeux avec Roman Reigns qui se la raconte bien, et j'aime bien comment il se fout de la gueule de Brock Lesnar. Il s'oppose quand même à un mec qui fait peur à Brock Lesnar. Il dit il l'a tellement tabassé que maintenant Lesnar est obligé de tweeter. Évidemment, derrière, il y a la bête qui débarque, qui casse la gueule à tout le monde, un caméraman, une caméra. C'est du truc spectaculaire comme on adore à la WWE. Et puis ça, Lesnar, il sait bien le faire, hein, faire la bête enragée. Il est extrêmement crédible là-dedans, puisqu'il a vraiment un physique qui est vraiment plus impressionnant que tout le reste du roster. D'ailleurs, il va manger tout le reste du roster. Voilà, quand même 2 F5 hein, sur Adam Pearce, parce que Lesnar, visiblement, je pense pas que le deuxième était scripté, mais bon, il sait prendre des bumps, hein, Adam Pearce, c'est un ancien catcheur. Donc tout ça est très bien fait. Il en perd son pantalon, hein, son pantalon se déchire. Ouais. Ça c'est cool. Il y a plein de petits trucs comme ça, voilà, qui sont rajoutés dans le détail. C'est sympa, ça donne du réalisme. J'ai peur que Brock Lesnar nous manque un peu beaucoup. Il est super dans son job de babyface là, à la Steve Austin. Il vient, il casse la gueule à tout le monde. Pour un début de saison, je trouve que c'est juste parfait. Génial. Même pour moi, j'ai adoré l'intro. Effectivement, on rattaque tout de suite avec ce qu'on avait fini à Crown Jewel. Alors, j'ai bien aimé le segment aussi. J'ai quelques petites interrogations par rapport à la suite, en fait. Sur le déroulé, l'arrivée de Lesnar est vraiment un peu pas tardive, mais disons qu'on a bien attendu qu'il arrive quand même. On s'est même demandé à un moment s'il allait arriver, ou s'il allait arriver avec une voiture ou avec une intro un peu cinématique. Non, il est venu en fait tout connement, mais juste très tard, je trouve. Et puis, effectivement, il casse la gueule à tout le monde. Et donc ça, quand même, enfin, c'est un des plus spectaculaires, comme l'a dit Ringside, pour faire ce genre de truc. Il est excellent là-dedans, quoi. Maintenant, 2 petites interrogations. Un, j'aimais beaucoup le parti pris avec l'espèce d'ambivalence de Heyman avec Lesnar et puis Reigns. Donc, et là, on l'a revu un peu, mais c'était peut-être un peu moins franc. Et puis surtout, ce qui amène la deuxième interrogation, c'est que si là on est en train d'expliquer qu'il est reparti sur un part-time et qu'on va pas le voir pendant un petit moment, alors c'est un peu plus justifié que d'autres fois, mais ça veut dire que ce truc-là, il va attendre aussi. Et moi, j'aurais bien vu une évolution, ou j'aurais bien voulu savoir un petit peu ce que ça allait donner la suite. Donc je sais pas. Est-ce qu'il va être effectivement puni et il va plus revenir sous forme de contrat, enfin lié au contrat, ou on va revenir quand même dessus parce qu'il est quand même revenu lui mettre une trempe. Peut-être que Adam Cole va revenir sur sa décision. On sait pas, je sais pas. En tout cas, voilà, ça me met un petit peu. Je suis un peu sur ma faim par rapport à ça et puis par rapport à l'histoire qui se construisait, ou j'avais l'impression qu'elle se construisait en tout cas autour de Paul Heyman et puis l'ambivalence avec les deux grosses bêtes. Voilà. Papy.
Yes, et ben, bonne promo de Roman qui se fout un peu de la gueule de Eman en disant vas-y, donne-moi la ceinture. Bah, tu vois, c'est pas dur en fait de donner une ceinture. Il faut la donner dans la main, faut pas la balancer comme une grosse merde. Donc ça c'était sympa. Derrière les stars qui arrivent et qui détruit tout, qui fait plaisir au public en plus en foutant les deux FI. J'ai trouvé ça sympa qui justifie. Bon, enfin, on sait bien hein, que c'est juste pour justifier l'absence d'avenir de Lesnar parce qu'il vient pas tous les jours non plus bosser. Faut pas abuser. Mais du coup, c'était quand même plutôt sympa qu'ils aient décidé d'habiller un peu le truc plutôt que de nous faire juste bon, il est pas là, il a tweeté puis c'est terminé. Là, comme il est venu, il a défoncé pas mal de gens, il a fait des allers-retours. Enfin, il a été bien présent dans son show de départ, on va dire. Donc, je trouvais ça plutôt sympa. Après, bon, voilà, c'est du classique Lesnar. Hein. C'était comme à l'époque avec Braun Strowman. Au bout d'un certain temps, faut trouver un moyen de le suspendre pour pouvoir le retirer de l'antenne. Donc, bon, voilà. Voilà, bon, bah, c'est fait, mais j'ai trouvé ça plutôt bien foutu et plutôt plaisant à suivre. Effectivement, pour un show de redémarrage de saison, c'était ce qu'il fallait. Un pot de... Brock Lesnar fait un pot de départ excellent. Ouais, bah écoute, ouais, c'est sa manière à lui. Moi, j'aime bien hein, quand il est. Je me rappelle d'une baston, je sais pas si vous vous en souvenez, d'une énorme baston entre lui et l'Undertaker. Euh, complètement dingue hein, qui commence dans le ring et tout quoi. Après pareil la même sauce que là dans ce SmackDown quoi, on fait venir les arbitres, les officiels, les lutteurs, on réussit à les séparer, finalement on les retrouve un peu calmés et tout ça dans le backstage et la baston repart avec je sais plus, je crois que c'est Brock Lesnar hein, qui saute sur la mêlée, un truc de dingue quoi. Enfin vraiment un truc un peu excellent. Je crois qu'hier il y a eu un match de top 14, je sais plus, je crois que c'est entre Clermont et Pau, je sais plus où. Ils se sont un peu chauffés comme ça sur le bord des bancs des remplaçants là, où ça a un peu chauffé. Bah c'était un peu dans ce style-là quoi. Donc bonne bagarre. Donc pour le coup un opener moi qui m'a plutôt emballé. Comme Ringside par contre. Ouais, je suis un peu emmerdé sur le fait que ça annonce une absence de semaine. Voilà, quelque part, on nous annonce Brock Lesnar a pris ses vacances, les amis. D'accord. Donc, nous faites pas chier jusqu'au Rumble à peu près. Hein. Je pense que ça va être à peu près ça. Je pense qu'on le reverra pas avant janvier. L'ami Brock Lesnar, il a pris ses 3 mois de vacances. Il y en a, ils ont des clauses de 90 jours pour pas catcher avant de quitter la WWE. Lui, il a 90 jours de CA, voilà, 90 jours de congé annuel, le Brock Lesnar. Et encore, je pense que je suis gentil. Mais voilà, bon, c'est cool, c'est cool. Allez, en tout cas, ça nous a confirmé ce qu'on parlait pendant la review de Crown Jewel, c'est que cette rivalité est loin d'être terminée, les amis. Oui, c'est déjà ça qui est pris. Moi, il tourne pas la page tout de suite. Ah, mais s'il la tourne pour dans 6 mois, c'est quand même. Enfin, je trouve ça un peu Ouais, décevant non, pas en quand 6 même. mois, dans 2 mois. 3 mois, Ouais, on moi. verra. Allez, 3. Moi, je dirais 3 mois. Ouais, bon, on verra Fin à peu novembre, près. s'il pose tous ses congés pour pas les perdre avant la fin, avant le 31-12, plus un rap de. Mais il a les congés, il a des congés d'ancienneté, Brock. Ah, C'est ça. ouais, bah ouais, il a 44 ans, il a le droit à des jours d'ancienneté, donc je pense qu'il a le droit au moins à 3-4 jours d'ancienneté en plus. Ah ouais, donc ouais, fort, Carrière là. longue, tout ça, tout le Ouais. bordel, ouais, on est parti pour un moment là. Ah ouais, et c'est énorme, et apparemment c'est énorme puisque pareil, il y avait le même truc sur Fightful Wrestling, ils expliquent qu'il a fait la même chose qu'après Crown Jewel, c'est-à-dire qu'il a quitté les lieux habillés tel qu'il était, qu'il a traversé le locker room et tout ça, qu'il a récupéré ses affaires dans son vestiaire et que il a tracé directement à son jet privé et il est rentré à la maison dans son home sweet home au Canada. Et bah écoute, Brock Lesnar, toute l'équipe de Catch Up te souhaite de bonnes vacances. Voilà, c'est mérité. Allez, là-dessus, on va tourner la page et on va aller en coulisses vite fait où Sonia Deville, qui réussit à éviter une interview mais qui va pas réussir à éviter Naomi, qui vient lui demander des comptes, comme à peu près toutes les semaines depuis 2 mois. Elle va essayer un peu de calmer la lutteuse, refuse un nouveau match, mais elle va se faire en fait interrompre très vite par le bel homme, le psychopathe écossais, Drew McIntyre, qui lui annonce tout simplement, lui, qui vient pour faire un open challenge ce soir, pour ouvrir le bal pour lui, dans le monde merveilleux du show bleu. Sur le ring, il attend son adversaire potentiel. Il nous explique qu'il s'en fout, hein, que ça soit un viking, un maharaja, envoyez-lui tout ce qu'il veut se cogner, il n'y a pas de problème. Et qui c'est qui sort? Eh ben, c'est Sami Zayn qui va répondre à l'appel de l'Écossais. Il explique qu'il est l'un des plus anciens de SmackDown à ce jour, hein, et qu'il est en quelque sorte un leader du vestiaire dorénavant. Et face à un rookie de SmackDown, et ben voilà, on va voir s'il est assez courageux pour l'affronter. Et les gars, on est parti pour un Drew McIntyre versus Sami Zayn. Ma foi, je ne boudais pas mon plaisir sur l'instant du line-up.
Petit match de 7 minutes, quoi. Il va pas y avoir énormément de choses à se mettre sous la dent. C'est un peu ma déception. Play-by-play, il n'y a pas grand-chose à en raconter, quoi. Drew McIntyre est surtout venu déposer un gros impact. Donc Sami Zayn a fait l'office du méchant, a réussi à placer quelques coups, mais à chaque fois, on sentait la puissance du bel homme qui parlait, et ça n'a pas échappé. Alors, on avait été tous très étonnés pendant la review de Crunchyroll que le Biggie avait résisté à un Claymore et que c'était arrivé très rarement dans l'année. Voilà, c'est pas ce qui va se passer avec Drew McIntyre, avec Sami Zayn, pardon, qui lui va pas résister dès le premier Claymore, va se faire éclater la mâchoire. Victoire de Drew McIntyre. 1, 2, 3. Papy, les débuts du bel homme à SmackDown. Ouais, des débuts. On parlait de classicisme tout à l'heure, c'est pareil, c'est du classique. C'est le mec qui vient d'arriver, c'est un gros taulier. On lui envoie un mec qui se fait huer assez facilement. Il lui pète la gueule. Effectivement, le match n'était pas super long et pas non plus super intense, puisque comme Zayn a passé les 3 quarts du temps en dehors du ring à tourner autour. Mais au final, ils ont quand même fait un finish assez sympa avec Zayn qui lance le 1-2-3 pour lancer son finish. Et au final, il se fait contrer et prend le Claymore Kick. C'était sympa, ça faisait plus en public, mais c'est en ce moment-là où tu te dis, bon, bah, on est dans un show de présentation, il va pas avoir de grandes avancées cette semaine. Et elle Pareil. Effectivement, le match était un peu court, et encore en plus quand il y a la moitié, effectivement, comme dit Papy, qui est passé en dehors du ring. Je crois que une demi-seconde après que la cloche ait retenti, Zayn était déjà en dehors du ring. Donc il n'y a pas eu grand-chose. J'ai tout de suite repensé aussi au Claymore là, de Biggie qui s'était relevé, en me disant là on va bien voir. Voilà, on a bien vu effectivement que Sami Zayn ne se relevait pas. Lui, par contre, d'un Claymore de Drew McIntyre. Bon, victoire classique, Open Challenge sympa. J'ai noté juste aussi que Naomi est venue demander quelque chose, elle l'a pas eu. Et Drew McIntyre est arrivé en disant que lui, par contre, il allait faire ça, quoi qu'ils en disent, hein, que quelle que soit la réponse, il allait avoir son Open Challenge, pardon. Et là, c'est passé. Donc dommage pour Naomi, hein, qui voulait une revanche clean, qu'il n'aura pas, voilà. Enfin, qu'il n'aura pas tout de suite en tout cas. Donc sinon le morceau était sympa. On sait pas ce que ça va amener pour Drew McIntyre pour la suite. Peut-être le lancer dans une feud avec le prochain ou celui d'après dans l'Open qui répondra à l'Open Challenge. Enfin satisfaisant, c'était bien. Mon cher Ringside, alors, l'arrivée du psychopathe écossais dans le monde merveilleux du show bleu, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je suis un peu plus enthousiaste que vous. Je trouvais que c'était la manière de faire, parfait. Drew McIntyre qui se pose comme un vrai badass, quoi. Ce bon vieux Sami Zayn, c'est un peu l'adversaire parfait pour ce genre d'Open Challenge. Il ouvre sa grande gueule. Il arrive quand même dans le match à prendre le dessus sur Drew McIntyre avec quelques esquives bien placées, là. Mais effectivement, il se la raconte trop en voulant reprendre là, le 1-2-3 ou 3-2-1 plutôt avant de lancer son elbow kick. Et puis il se fait sécher d'une très belle manière par Drew McIntyre. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais Drew McIntyre, faut éviter de le laisser se faire dominer dans les matchs. Il faut faut que ce soit une machine de guerre, hein, de toute façon. Maintenant, Là, tu vois, justement, par exemple, Sami Zayn, il tente le Blue Thunder Bomb et il n'arrive pas à le passer. Ouais. Parce que l'autre est trop balèze, trop lourd, trop machin. Bah voilà. J'ai trouvé que c'était bien foutu, ça, dans le match, ça. Ça, c'est parfait. De toute façon, il faut Drew McIntyre, il faut le mettre au niveau à nouveau de Roman Reigns. Je suis pas sûr que c'est très judicieux de le faire perdre contre Biggie à Crown Jewel, mais bon, il leur fallait une grosse affiche pour Crown Jewel, donc ça, c'était ce qu'il y avait la plus grosse affiche à faire de toute façon. Mais voilà, pour ce SmackDown, effectivement, je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut faire pour imposer Drew McIntyre dans le roster. Et puis effectivement, hein, dans les coulisses, Naomi qui se fait recadrer par Sonya Deville. Naomi qui voulait un match contre Sonya Deville elle-même. Je sais pas ce qui se passe avec cette histoire, elle patine. Ils doivent pas avoir le temps de la présenter à l'antenne à chaque fois, je pense. Donc je sais pas, mettez Naomi avec Roman Reigns et compagnie là, et puis qu'on en termine avec ça. Ah, eh ben voilà, parce qu'on en parle depuis effectivement un petit moment, de la Bloodline réunifiée. Voilà. En ce moment, c'est l'Arlésienne dans les reviews de catch-up. Effectivement, c'est quand Naomi va décider définitivement à rejoindre la Bloodline là, pour qu'on ait un vrai truc, un clan en plus avec une femme et tout. Enfin, ça serait vraiment parfait. Ça paraît tellement s'écrire de soi-même que c'en est incompréhensible que ça ne soit pas encore utilisé comme angle, quoi. Mais bon, je sais pas. Est-ce que j'ai fait intervenir tout le monde là parce qu'on est 4, alors du coup, au bout d'un moment là, C'est fait.
Ah ouais, c'est fait, hein, j'ai fait On le a tour de tout parlé. le monde, hein. Voilà, bah écoutez, bah moi je confirme juste, hein, moi le bel homme, hein, de toute façon, hein, vous connaissez, comme j'aime ce garçon, je suis particulièrement satisfait de son arrivée à SmackDown. J'attends, en me léchant les babines, la fameuse rivalité avec Roman Reigns. Il fallait un gros babyface. Et là, avec Drew McIntyre, j'ai pas de doute sur le fait qu'il est là et que on va avoir du sympa qui arrive, quoi. Allez, il y aura une petite vignette des intros qui va être diffusée avant de nous annoncer que le couronnement de King Xavier est pour ce soir et Kofi Kingston est sur le ring et va nous demander d'accueillir notre nouveau roi. Agenouillez-vous, bande de gueux! King Xavier, il arrive, trombone en main, et là, il se fait donner toute la totale, hein, tous les artifices qui vont avec le King of the Ring, cap, sceptre, couronne, pour officialiser sa prise de pouvoir, avec un petit peu une ambiance à la James Brown, en particulier au moment où il se fait poser la cape. King Xavier, il remercie les fans de l'avoir soutenu jusqu'au bout. Il nous explique que ça va être un règne fun, hein, mais que ça va être un règne juste. Il finit par demander d'ailleurs à Kofi Kingston de lire les salutations du roi pour le public avant de quitter le ring. Alors, ça, on va dire que c'est un peu le point final pour Xavier Woods, qui était vraiment à fond du début à la fin. J'ai envie de dire du début du tournoi jusqu'à la fin, c'est-à-dire ce couronnement à SmackDown. Mon bon Géliel, tiens, mon bon archange, qu'est-ce que tu penses de ça, là, ce couronnement? Eh ben, ça m'a réconcilié en fait. J'étais Ah, déçu en fait que ce soit pas Finn Balor que j'aime beaucoup qui l'ait cette couronne. Et du coup, de voir l'énergie qui avait été déployée par Xavier Woods avec Kofi derrière, etc., etc. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Je sais pas du tout ce que va donner le règne sur la durée, hein, bien sûr, mais en tout cas, voilà, ça donnait envie de voir la suite, quoi, à et puis minima. j'ai pas mentionné, mais le public était à fond, hein. Ouais, ouais, Là, il y clairement. avait pas, alors là, il y a eu grosse ovation. Il y a eu pour son premier couronnement individuel, parce que c'est quand même un des faits marquants pour Xavier Woods, qui a un palmarès par équipe long comme le bras, hein, un palmarès historique, palmarès de Hall of Famer. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, en Mm. tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Et là, c'est son premier accomplissement individuel et de ma foi de fort belle manière. Donc pas de fille, toi, qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit couronnement? Un truc très traditionnel aussi à la WWE. Je l'ai pas signalé, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on est assez habitué. Ouais, très traditionnel, fait par des gars qui ont l'habitude de fonctionner ensemble et fonctionner avec la foule. Donc ça a bien fonctionné. Il y a pas d'intervention, pas de quoi que ce soit, pas de piste pour l'avenir non plus. Bah c'est ouais, c'est le show de lancement de saison qui est à la fois le post-show d'un pay-per-view. Donc du coup, c'est vrai que t'as l'impression que c'est la fin en fait du pay-per-view que t'as sous les yeux avec bah, la fin des confrontations, la fin de Reigns Lesnar, la fin du tournoi de merde, King of the Ring, voilà. Donc bon, c'était sympa. Après, voilà, encore une fois, c'est t'es encore dans un moment où c'est sympa, mais t'as vraiment qu'une piste pour l'avenir, quoi. Mon cher Ringside. Oui, oui, bah, très classique, très bien exécuté. Et c'est Est-ce un que très... t'as aimé déjà sur ce tournoi, comment tu l'as vécu, ce tournoi King of the Ring là? Ah bah je l'ai pas regardé alors comme ça Ah, je tu l'as peux pas regardé? Ah bon, bah comme ça, c'est que tu l'as bah aimé. gros ouais, déception quand même de pas voir Finn Balor gagner, mais euh, quelque part il va retourner à Raw pour moi. Alors par contre à Raw ça va être la dernière chance, hein. Soit il s'impose là-bas comme un main eventer, soit c'est fini, j'y croirais plus à Finn Balor. Par contre Xavier Woods quelque part c'est un beau roi. C'est mérité, ça fait quand même un bon moment qu'il porte à bout de bras la division tag team. C'est un super babyface. J'ai adoré le voir aller checker les enfants et tout ça, voilà, célébrer un petit peu avec les gosses. Il n'y a pas beaucoup de très bons babyface à la WWE et dans le catch en général, mais lui c'en est un. Du coup, j'ai quand même pas mal d'attentes pour voir un petit peu ce qui va se passer avec son règne. Bon, là, il se passe rien de spécial ce soir, hein, par qu'ils font un petit peu les cons. Mais en tout cas, le public est chaud, ils sont contents, on est content, et on va avoir un roi babyface. C'est suffisamment rare pour être souligné. Je sais même pas si c'est déjà arrivé C'est vrai. dans l'histoire. Bon, si, il y a quand même eu Austin, un truc comme ça. Donc voilà, ça change, et je pense que Kofi Kingston Xavier Woods est la bonne personne. Comme tu dis, il y a ce petit côté James Brown là quand il met la cape et la couronne. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très très intéressant à faire avec ça. J'espère que je m'emballe pas trop et du coup j'attends la suite.
fait beaucoup de références, même dans son catch d'ailleurs, de toute façon, quoi, à des personnages. Mais il a beaucoup de de- de- personnalité, hein, voilà, Xavier ouais. Woods. Il fait beaucoup de références à des personnages de la pop culture, etc. Dans son catch aussi, il fait beaucoup d'hommages à différents catcheurs. Pendant la finale du King of the Ring, il a rendu des hommages au Macho Man, à Owen Hart, à Booker T. Il est vraiment, enfin, moi je trouve que c'est un gars pour lui apparemment la legacy a l'air d'être importante. Et je pense que c'est un gars qui doit avoir une grosse culture catch, ce qui n'est pas forcément toujours le cas hein, de nos entertainers favoris. Mais lui, pour le coup, c'est pas du tout le cas. Lui, il a vraiment une grosse culture de sa discipline et tout ça, quoi. Et enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un mec super. Et je trouve que c'est bien mérité. C'est original finalement qu'il ouvre son palmarès individuel par un King of the Ring. J'avais juste un doute sur le fait que est-ce qu'il avait pas déjà gagné le titre US. Non, il a jamais rien gagné. Mais il me semble que non. Hein, il me semble que non. Hein. Il a pas gagné le titre US. Donc voilà. Donc écoutez, voilà notre nouveau roi. Agenouillez-vous. En attendant, on va aller le laisser fêter ça tranquille en coulisses, j'imagine, avec le coffee à coup de champ. Et en coulisses, justement, il y aura Becky Lynch qui va clamer que l'échange de titres, alors ce qu'on redoutait, GLL et Papy, mon Dieu, à Crown Jewel est en train d'arriver, puisque l'échange de titres qui semble bien trop simple aussi à Becky Lynch, elle confirme, elle dit j'ai écouté Catch Up et je suis d'accord avec eux. Parce que un échange de titres, c'est trop simple, ça va pas. Surtout avec Charlotte Flair en face, hein, quand même, au passage. Et Becky Two Belts serait prête à faire son retour. À suivre. Donc, c'est Mansour. pas exactement ce qu'on craignait, du coup. Hein, parce que ce qu'on craignait, c'était l'échange pur et simple, pouf en 2 secondes, quoi. Là, il semble quand même vouloir faire quelque chose. Ouais, fait en coulisses, à l'arrache. Ouais, ce qu'on craignait, c'est que ça se fasse sans bagarre, sans bataille. Et là, de ce qu'on voit de ce moment-là, ça risque de pas être aussi simple. Voilà, ouais, ça risque de Sur ça de prix. C'est effectivement, c'était déjà ça de gagner, quoi. Derrière, match, Mansour, le vainqueur, qui est dans une grosse streak, hein, 4-0 à Crown Jewel, dorénavant. Il a battu Mustafa Ali, et qui va-t-il affronter? Eh ben écoutez, tout simplement, Mustafa Ali. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et pourquoi ne pas refaire quasiment presque la même chose, mais en pire, puisque tout simplement, on a fait un match de 2 minutes 35, un truc qui ressemblait à pas grand-chose. Franchement, c'était circulé un peu, il n'y a rien à voir. Victoire de Mansour sans grand relief. Ringside, qu'est-ce que tu penses de l'invaincu lutteur saoudien? Oh, bah, j'aime bien, moi, Mansour. C'est un catcheur sympathique aussi, un joli petit babyface. Je sais pas ce qu'il compte en faire. Il aurait peut-être dû faire gagner Mustafa Ali, je pense, ce soir. J'aime bien le nouveau style de Mustafa Ali, là, avec son écharpe, son maquillage. Bon, c'est la low card. Mais en même temps, c'est des gars d'avenir. Mustafa Ali, c'est quand même un excellent catcheur. Hein. S'il avait passé un peu plus de temps en indie, je pense qu'il aurait une autre prestance dans le roster. Ça lui ferait peut-être du bien, lui, d'aller voir ailleurs que la WWE. Je sais pas comment il vit un petit peu son exploitation à la WWE, parce que c'est pas glorieux. Après, comme c'est un petit gabarit, il peut pas s'attendre à grand-chose, mais je trouve qu'il a quand même pas mal d'atouts sur lesquels ils peuvent encore surfer, je pense, à WWE. Ça lui ferait peut-être du bien d'aller. Alors, peut-être pas à la All Elite Wrestling, mais peut-être faire le tour des indies, montrer un peu ce qu'il peut faire sur des gros matchs devant des foules en main event comme ça. Mansour, c'est un très bon catcheur aussi. Lui, il a compris un petit peu comment fonctionnait le business. Alors, il a cette place un petit peu spéciale parce que c'est la star c'est l'enfant du pays quand ils vont en Arabie Saoudite. Alors, j'espère qu'ils vont faire quelque chose avec eux cette saison. Je sais pas. S'ils font rien, bah, tout ça sera un coup d'épée dans l'eau, quoi. Puis on se retrouvera pour un petit match de Mansour l'année prochaine à Crown Jewel. Maintenant, je trouve que l'un comme l'autre, ils ont du potentiel. Ce serait dommage de ne pas les exploiter. Le match en lui-même, c'est un match de weekly assez classique, mais honnêtement, je pense qu'il aurait peut-être dû faire gagner Mustafa Ali sur ce coup-là, histoire de le remettre un peu en scène. Mais après, bon, on peut aussi ne plus les voir. Je pense que ça changera pas grand-chose, quoi. Papy? Yes, bah, post-match de Crown Jewel une nouvelle fois. Bah, c'est le match avec Crown Jewel m'avait plutôt bien plu là pour le coup, bah, sans l'ambiance, sans la durée, sans un peu de tout. Tu te dis à quoi ça sert? Oui, ça sert à présenter Mansour au public, à la Fox en disant voilà qui vous avez récupéré. J'espère qu'ils vont vite tourner autour de peut-être du titre intercontinental ou quelque chose comme ça, histoire de les occuper un peu. Mais sinon, ça risque d'être un peu vite redondant cette affaire. Eliel?
Bah, moi j'ai été déçu en fait de les voir apparaître. La victoire de Mansour à Crown Jewel était bien amenée, elle avait été bien construite pour une fois, qu'on se retrouvait pas 10 jours avant avec Mansour qui réapparaît parce qu'on savait qu'elle allait avoir Arabie Saoudite. Je trouvais que ça finissait bien. Donc Mansour, pourquoi pas. Moi, je trouve que par rapport aux années précédentes, je sais pas si je l'avais pas déjà dit, mais je trouve qu'il a vachement progressé. Il est capable d'aller chercher la foule, il est capable de faire des moves qui sont vachement plus sympas que ce qu'il faisait précédemment. Mine de rien, il est vachement moins fin que précédemment aussi. Il a dû passer un peu de temps avec à la salle. Du coup, je le trouve vachement plus crédible. Donc, je le pensais vraiment capable d'aller adresser autre chose, quoi. Et du coup, de le revoir sur Ali. Ok. Bah, du coup, ça avance, ça coupe un peu l'avancée que je ressentais pour lui. Donc, pas hyper emballé par le match, quoi. En plus, le résultat est court et pas. Alors, il gagne, ok, bien sûr, mais comme la veille, quoi, en gros. J'ai pas vu. Voilà, ça m'a pas emballé. Voilà. Mansour, Vas-y. Juste, ouais, Mansour, s'il se construit un physique, je pense qu'il peut quand même aller très loin, hein, parce qu'il a quand même visiblement, il reste dans les petits papiers des bookers. Il a quand même un sacré talent dans le ring. Il sait jouer avec la foule. Il a ce petit truc en Arabie Saoudite. Il peut être l'ambassadeur complet de la WWE là-bas. Et s'il se construit vraiment un physique, genre à la Triple H ou un truc comme ça, parce qu'il est quand même bâti pour. Sky is the limit, hein, comme on dit pour un mec comme ça. Hein, donc, à surveiller. Il est étonnamment large en haut, hein, ouais, je pense que c'est un physique en Il y a construction. déjà des sacrés bras en plus. Hein. On l'a vu là, il y a des sacrés biceps. Et puis effectivement, si en plus il se sculpte un peu là, mais il peut être vraiment sympa à voir. C'est simple, moi, il me fait penser à Jinder Mahal à ses débuts à la WWE. Je crois que c'était quand il accompagnait le Great Khali au départ, quand il a apparu la première fois. En plus talentueux dans le ring et puis en plus. En plus petit aussi. Mais ouais, voilà. Peut-être un peu, ouais. Ouais, mais parce que par rapport au développement physique, quoi. Parce que Jinder Mahal, Mahal de début il partait de là aussi, et voilà, le Jinder Mahal à partir de 2016-2017, c'était plus le même Jinder Mahal, quoi. Donc je pense que différents fournisseurs. Hein. Si Mansour il reste en développement comme ça, effectivement, peut-être qu'il va finir par se tailler un physique pas mal, quoi. Alors après, moi, j'ai rien contre les deux catcheurs et tout ça, quoi. Mais là, vraiment, j'ai trouvé que c'était un peu du foutage de gueule. On nous remettait un rematch de la veille pour un truc de 2 minutes 35 qui servait pas à grand chose, qui mettait. Voilà, en plus, on fait perdre Mustafa Ali, effectivement. Donc, bon, je comprenais pas trop les décisions, là. Ça m'a pas. Moi, je peux pas dire que j'étais emballé. J'étais déçu, un peu, finalement, comme Géliel, quoi. J'étais un peu plutôt dans cet état d'esprit-là, quoi. Un peu déçu que un truc comme ça se passe de cette manière-là. Voilà, je trouvais que, ouais, c'était sans grand intérêt. Allez, on aura plusieurs vignettes, hein, au passage, après ce match Mansour-Mustafa Ali. Qui va nous montrer quelques nouveaux visages du show. Alors ils avaient fait beaucoup ça, on en a parlé pendant le Monday Night Raw, qui est en ligne, mes amis, à mettre en valeur un peu les nouveaux arrivants de chaque show. Donc c'est l'heure pour SmackDown, donc on aura droit à des vignettes de Ridge Holland, de Aliyah, qui a donc gagné son match en Dark Match, Angel Garza, Humberto Carrillo et Sheamus, le grand Sheamus, la grande. Alors, tiens, Ringside, on en avait parlé pas mal là ces dernières reviews, parce qu'on était à peu près tous unanimes en ce moment pour dire que Sheamus était un des grands bonhommes de l'année 2021, quoi. Donc arrivé du grand requin blanc à SmackDown, c'est plutôt encore du gros star power qui débarque à la Fox. Hein. Et ouais, parce qu'en plus, Sheamus qui sait qu'il a bien performé cette année et qui nous le dit dans sa promo, hein, en racontant que c'est lui qui deliver, Sheamus deliver. Et ouais. Oui, ma question c'était est-ce que Cesaro est toujours à SmackDown ? Oui. Il me semble que oui, puisqu'on le voyait ce soir d'ailleurs en costard. Donc voilà, il y aura peut-être quelque chose aussi qui pourra se refaire entre les deux. Bon, à côté de ça, on a Humberto Carrillo et Angel Garza qui ont formé récemment leur tag team. Raw qui reviennent là à SmackDown, il y a quelque chose à faire avec eux. Aliyah qui a passé 18 ans à NXT, il est bien temps qu'elle arrive dans le roster. 64 ans, ça commence à être compliqué. Voilà, c'est ça. Bon, elle est très belle, elle va reprendre le rôle de Carmella, hein, je pense. Hein. Elle dit qu'elle vient faire le make-up de SmackDown. Avec son physique maintenant, je pense qu'elle aura une petite place à jouer. Ridge Holland, il est quoi, irlandais lui, je crois. Il a bossé à NXT UK, il est passé à NXT, il s'est blessé, et puis quand il est revenu un petit peu après, comme il a perdu beaucoup de matchs, on va le mettre dans le roster principal. Un gros bonhomme, un viandard, hein, c'est les nouvelles productions NXT ça maintenant, hein, des gros costauds. C'est un trésiste. Voilà, il a une matraque, et je crois qu'il dit dans sa promo qu'il va nous la mettre dans le cul ou un truc comme ça si j'ai bien compris. Ça fait peur. Il y a aussi une vignette de Xé Ali
la chinoise, la première chinoise de la WWE qui a fait des étincelles à NXT. Je l'avais gardé pour la bonne bouche, c'est le cas de le dire. Je voulais en parler un peu plus tard, mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, moi aussi j'ai de grosses attentes sur elle. Elle était vraiment spectaculaire à NXT avec un personnage de heel assez badass là, plutôt bien tourné. On se souvient qu'elle avait en plus pété la gueule à Mercedes Martinez. Bon, c'était un botch, mais ça construit son personnage qui envoie des gros coups de pied. Alors apparemment, elle est débarrassée de tout son petit clan qu'elle avait à NXT. C'est peut-être pas plus mal. Voilà, elle a un personnage bien cadré, bien construit pour le main roster. Donc j'attends quand même pas mal de de Xia Li qui est, je crois qu'il fait fantasmer un petit peu tous les esthètes du catch. Alors, les Young Bucks, là, les Papy et Géliel, là, vous en dites quoi, tous ces arrivées, là, Papy? Bah, en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce système de vignette. Je préfère ça à la limite que nous filer 2 minutes de Mansour versus Ali, où pour le coup, j'aurais préféré avoir pas de match, mais juste une petite vignette et puis qu'on laisse du temps de catch pour d'autres matchs. Moi, j'aime ouais, vraiment pour tenter des nouveaux gars, je préfère ce format-là en fait. Et alors pour les gars qui viennent, bah la plupart on sait pas ce qu'ils valent vraiment dans le ring parce que Hollande on l'a jamais vraiment vu catcher. Ali elle a jamais percé à NXT donc bon on verra. Sheamus, bon bien sûr c'est Sheamus quoi. Je sais même pas ce qu'ils foutent au milieu de tous ces gars-là en vignette, mais c'est pas grave. Et puis bah chez Ali on en a déjà parlé plusieurs fois. Effectivement elle a des moves assez impressionnants en termes de kick tout ça. J'espère vraiment qu'ils vont pas la foirer en termes d'intégration parce que pour le coup ça peut être tout ou rien. Si jamais ils lui font faire, je sais pas moi, des concours de tarte à la crème ou je sais pas quoi comme ils font parfois à la con, ça risque d'être un peu chiant. S'ils lui font un personnage un peu ouais, qui pète la gueule à des jobbers et tous ces trucs-là, ça peut être sympa. Et Géliel? Bah pareil, toujours intéressant de voir des mouvements comme ça, surtout suite à la draft, voir un petit peu comment ça va se passer. Moi, j'ai peu d'historique par rapport à eux, donc voilà, à part chez Meuse évidemment. Le reste, on va voir ce que ça donne, mais sympa ces mouvements. Voilà, donc j'apprécie de voir du neuf en l'occurrence. Ok, allez, Hip Hop Momo, c'est l'arrivée du Hitro qui va poser son flow. Hitro, ils arrivent sur le ring, Hitro. Ils se présentent d'ailleurs comme étant un groupe de musique composé de 3 MC et d'un producteur. Ils vont montrer leur valeur dans un tag team match dans lequel prennent part Azariah, Swerve Scott et Top Dollar Baby, ok? Et du coup, on va avoir droit au premier tag team match de l'histoire de Hitro dans le main roster, dans le monde merveilleux du show bleu. Hitro donc, qui affronte Daniel Williams et Dustin Lawyer. Alors, ne me demandez pas qui sont ces deux charmants messieurs, puisque tout ce que va nous expliquer notre ami Pat McAfee, c'est qu'en fait, c'est tout simplement deux jobbers locaux de Wichita et qui ont donc l'honneur. Alors ça, c'était un truc très très traditionnel, en particulier dans les années 80-90, il y avait toujours un match dans le show qui était consacré à un lutteur local qui venait et qui se faisait massacrer par une des stars la WWF. Donc, on reste en famille. Donc, ça va être une boucherie. Et ça a été le cas. Ça a duré 1 minute 20. Alors, pour situer, Swerve Scott, c'était Killshot à la Lucha Underground. Il est passé par NXT. Il y a été champion Cruiserweight et champion North American, il me semble. Donc, voilà, il aura quand même détenu 2 ceintures pendant le temps où il aura été à NXT. De l'autre côté, Top Dollar. Alors là, Top Dollar, c'est un peu le producteur hip-hop, 2m70, 272 kilos. Enfin voilà, un beau bébé en l'occurrence, un bon master. À voir un peu pour la suite. Mais là, avec ce qu'ils nous ont montré avec cette minute 20, mon cher Géliel, c'était pas gagné quand même de se faire une idée sur leur niveau in-ring de nos amis du Hitro. Mais ils balancent le flow, baby. Oui, alors clairement, surtout qu'ils ont combattu l'équivalent de Papy et moi en gros, donc bon, bref, je suis pas sûr que ce soit représenté. Non, mais ça dépend de la lumière, tu sais, c'est vachement la lumière qui joue en fait. Mais donc du coup, c'est dur de se rendre effectivement compte de ce que ça vaut. Bon, il y a quelques moves mid-air, tout ça qui était assez sympa, mais ouais, non. Enfin, de toute façon, il faut bien les présenter. Il faut bien qu'ils commencent par avoir quelques jobbers, quelques gars qui les fassent rentrer dans le roster.
Voilà, c'est le début du début, c'est juste après les vignettes, donc voilà, bah, on va voir. Moi, pour le moment, je suis pas encore très hypé, donc l'approche un peu gangsta musica, c'est pas mon truc, donc on va voir ce que ça donne, quoi. On verra. Papy? Ouais, je Tu es suis. gangsta, papy? Ouais, non, j'ai toujours été perplexe. Alors déjà, Swerve Scott, je l'ai toujours trouvé pourri. Là, quand il est entré dans Hitro, c'était un poil mieux parce que, bah, je sais pas, peut-être l'effet de groupe, tu vois, t'avais l'impression, t'avais tout et moins qu'il était naze. Euh, je suis perplexe face à Hitro parce que clairement, dans un groupe avec 3 gars et une fille qu'ils avaient NXT, c'est pas celui-là que j'aurais fait monter. Il y avait la Legado et le Fantasma qui étaient bien plus sympas dans chaque personne individuellement que ces quatre-là, mais qui restent NXTL. Donc c'est eux qui montent. Je pense que c'est parce que mine de rien, ça avait l'air de marcher à NXT, leur groupe avec le public, puisque c'est un groupe à la base heel, mais qu'ils avaient réussi à passer limit face parce que bah, ils étaient soutenus par le public. Est-ce que ça marchera dans des salles plus grandes? Je n'en suis pas sûr. Ce que je sens en tout cas, c'est qu'individuellement, il n'y a aucun des gars qui m'impressionne et il y en a plutôt même certains qui m'inquiètent. Donc on n'a pas forcément vu ce soir. Petit clin d'œil à Bifab, qui est vraiment affreuse dans le ring. Ouais, bon bah c'est une bonne introduction pour eux. Par contre, malheureusement, j'en ai déjà trop vu de leur part pour être super confiant. Le papy qui se place auprès de Bifab. Ringside, t'en penses quoi du Hitro? Ils ont le Ouais, flow? ils ont le flow, ouais. Ouais, je suis un peu sceptique comme Papy, surtout que quand on se souvient des derniers montées de clan de NXT entre Retribution et Sanity, bah, on se souvient quand même que ça avait rien donné. Là, on a un quatuor avec deux qui sont particulièrement green, un top dollar, là, le gros Master qui ressemble un petit peu à Suge Knight, là, et Bifab, ils sont quand même assez green. Top dollar, il a l'air de ce qu'il a montré ce soir, il avait l'air de gérer quand même. J'ai bien aimé sa façon de célébrer la fin du match, là. Je serais moins dur avec Isaiah Swerve Scott que Papy. Alors c'est vrai qu'il a été extrêmement mal booké à NXT, il était piégé dans cette rivalité avec Leon Roof là. Donc du coup Ah ouais. ça lui a vraiment pas permis à se monter une crédibilité en solo. C'était déjà plus convaincant une fois qu'il était effectivement dans le clan Hitro. Ashante Adonis, le quatrième, il a catché beaucoup à 205. Bon, c'est un mec qui sait catcher. Hein, c'est un cruiserweight un peu plus costaud comme ça qui fera le boulot dans le ring. Voilà, donc ils sont partis sur ce gimmick de rappeur. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que quand ils ont débarqué, donc ils ont tous fait lâcher leur flow et faire une petite phrase pour se présenter manière rappeur. Ben, comme la WWE, elle sait que tout ce qui est over, en fait, c'est simplement le refrain de leur musique d'entrée, là, où ça chante Intro. Bah, ils ont balancé la musique à fond pendant que les mecs essayaient de faire leur rap. Et bon, bah, ça les a sauvés parce que je pense que ça aurait tombé à plat quand même une présentation comme ça. Voilà, faut voir si la petite phrase j'accroche Intro, là, elle va fonctionner auprès du main roster. Si ça fonctionne, bah, ils seront toujours over quand ils arrivent au ring. Et puis, il y aura rien que là-dessus, on pourra bâtir quelque chose. Voilà, après, à voir si les mecs sont vraiment prêts du côté des rookies pour se retrouver dans le main roster. Et si Sir Scott, il peut sortir voilà, un vrai personnage, s'imposer dans le roster. Ça fait un moment donné, il a une carrière quand même assez longue lui derrière. Moi, je l'ai vu faire quand même des très beaux trucs. Comme je disais, à NXT, c'était pas très concluant, mais c'était Shane Strickland, il s'appelait dans le circuit indépendant, il était quand même très très impressionnant. C'est un mec quand même dans le ring qui peut avoir un niveau équivalent, bah, par exemple à Mustafa Ali, ou même moi, il me faisait penser à AJ Styles jeune hein, quand il catchait, donc il y a quand même un gros potentiel faire des gros matchs. Et là, on sait que ça suffit pas à la WWE, donc on verra bien. Si leur gimmick de rappeur là fonctionne, si leur clan fonctionne, il y a moyen de construire quand même quelque chose derrière. Visiblement, ça avait l'air de fonctionner quand même à NXT. Il y a peut-être une chance pour que ça fonctionne dans le main roster. Donc on va voir, on va tester, on le jette contre le mur, on voit si ça colle. Ouais, Swerve, il a fait son chemin quand même à NXT, mine de rien, quoi. Il était quand même le dernier possesseur en titre du North American Championship. Et moi, je l'ai découvert à la Lucha Underground, et où il était un catcheur masqué en kill shot et qui avait eu un match d'ailleurs en pay-per-view à Ultima Lucha face à Dante Fox.
Ouais, Et, gros match, et hardcore, ça. un match hardcore, ouais, qui avait été vraiment un gros match entre les deux. C'est comme ça que j'ai découvert ce Isaiah Scott. Et ouais, moi je suis mitigé depuis qu'il est à la WWE, mais par contre je suis intéressé par le fait qu'il arrive comme ça dans le main roster. Et je suis surtout en fait surtout intéressé par le principe qu'il y a un clan qui vient de s'installer dans un des shows, et dans le show bleu, bah pourquoi pas, hein. Donc écoute, bah, à suivre. On va voir, c'est leur début, c'est le lancement. On va voir un peu ce que ça va donner. B5, B-Fab, bon, on va voir est-ce qu'elle va déjà vraiment catcher dans la division féminine. Et Ouais, je puis dans pense ces pas cas-là, trop. moi je trouve que l'arrivée de Bifa peut être quand même une bonne nouvelle, puisque avec une femme dans un clan, eh ben écoutez les amis, hein, ce qu'on parlait tout à l'heure, en l'occurrence de l'arrivée de Naomi dans la Bloodline, ça coulerait de source, nom d'un chien, hein. Il manquerait Mm. plus que ça. Et puis voilà, et puis comme ça le Hitro et la Bloodline pourraient un peu se casser la gueule, par exemple au Survivor Series ou je ne sais où, enfin ou même ailleurs d'ailleurs. Et donc allons-y, allez, nouveau clan pour Friday Night SmackDown. Allons-y. Allez, Rick Boogs et Shinsuke Nakamura, eux aussi, ils vont directement sur le ring. Ils skippent plus, hein, ces deux-là. Hein, je crois que là, ça y est, c'est terminé. Donc ça, est Shinsuke terminé la couronne. Hein. Elle est dorénavant sur la tête de Xavier Woods. Happy Corbin et Madcap Moss vont faire leur rentrée également en racontant un peu tout un tas de vannes. Voilà, bon, ça va chambrer, etc. Et surtout pour dire que Corbin va battre Nakamura ce soir. Derrière, match Happy Corbin versus Shinsuke Lazy Nakamura. Un match de 9 minutes 20 où il s'est passé, mais alors vraiment, de la routine catchesque, j'ai envie d'appeler ça, entre les deux. Et j'espère qu'en fait, j'attends de vous, en fait, messieurs, de me donner une expertise éclairée, parce que je ne vois pas trop à quoi ça sert, ce truc. Mais voilà, donc au final, victoire clean de Happy Corbin sur Shinsuke Nakamura. Mon bon papy, quelle est ta fine analyse sur cette rivalité? Ouf, c'est de la merde. Non, mais non, peut-être pas. Enfin, si, ouais, bah, c'est pas passionnant. Hein. Ils ont fait 15 fois le coup du Books qui fait de la guitare pendant le match pour au final que ça déconcentre Nakamura. Ouais, je sais pas quoi dire. On parlait de gars potentiels autour de le titre intercontinental, mais Nakamura m'intéresse pas. Corbin m'intéresserait, mais pas dans la catégorie intercontinentale. J'aimerais bien le voir lui faire d'autres trucs, notamment qui continue avec son talk, tout ça, que ce soit un peu plus sympa. Mais ouais, bon, ça me passionne pas des masses et je pense qu'on tient là notre prochaine rivalité pour le titre intercontinental. Ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver du tout, du tout, du tout. Géliel? Ben pareil, je trouve que ça marche pas bien quoi. Entre d'un côté les deux idiots qui rigolent tout le temps là, Corbin et puis Moss. Et de l'autre côté Nakamura Books, on sent plus que, enfin Books a pris le dessus. Alors en plus c'est dans la pop. Non, je trouve que ça marche pas quoi. Ça Ah, marche vraiment pas. j'ai quand même Ouais. oublié de signaler un truc important malgré tout. Parce qu'en plus, c'est un truc qui m'a pas plu. C'est qu'au départ, le match a été annoncé comme un WWE Intercontinental Title Contenders match. Le retour, ça faisait quelques Ouais, semaines pas vu. qu'ils avaient arrêté avec ça. Et, Sinon, ils le font dès qu'il y a le champion qui est dans un match, en fait. et ouais, en fait, dès qu'il y a le champion qui est dans un match, dorénavant, il est mis sous cette appellation de fameux Contenders match, quoi. Et alors ça un peu, ça m'a fait un peu mal à la gorge. Ça, Ringside? je l'avais même pas noté. Attends, juste Ah pour ouais, finir. pardon, excuse-moi. Non, 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 pas de souci. Je l'avais même pas noté. En fait, ça aurait même été mieux que Corbin récupère directement le truc. Je pense qu'il y a beaucoup plus à rigoler avec un Ouais. Corbin avec la ceinture Ouais. qu'un Nakamura avec la ceinture, hein, très franchement. Donc Bah, voilà. je suis d'accord avec cette analyse-là. Ringside? Ouais, bah, je vais vous dire que j'avais complètement oublié que c'était Nakamura qui a été champion intercontinental. Donc je l'ai vu débarquer avec la ceinture, j'ai dit, c'est lui le champion. Alors, je serais moins emballé que Géliel de voir Corbin champion intercontinental. Même si son personnage fonctionne plutôt bien, mais je trouve que quand même dans l'absolu, il n'y a rien qui fonctionne dans toute cette histoire. Voilà, justement, pourquoi ça tourne autour du titre intercontinental. Ils sont à 2 contre 2, donc mettons-les dans la division tag team, hein, tout simplement. Ça fonctionnerait un peu mieux, je pense. On n'a pas envie de voir de toute façon un Corbin contre Nakamura. Voilà, même s'ils font ce qu'ils peuvent, c'était relativement propre, mais
C'est deux personnages qui sont cramés un petit peu pour moi, hein, que ce soit Corbin ou même si c'est un peu plus rigolo ce qu'il fait là, Corbin, que ce qu'il faisait avant. Pour moi, c'est quand même un catcheur qui est cramé. J'aime pas du tout ce que fait Riddick Moss là. Son nouveau personnage, je trouve qu'il le tient pas. Ça fonctionne pas son mec rigolard là. Il a d'autres qualités, Riddick Moss. Je sais pas pourquoi ils lui ont donné ce personnage là. Je sais pas si ça va aller bien loin. Le truc Nakamura Boogs, bon bah ça fait rire Pat McAfee, mais sinon c'est un peu bidon. Donc voilà, autant les mettre. C'est quand même, moi je trouve très dommage que ça vampirise le titre intercontinental. Il y a plein de mecs en solo là dans le roster de SmackDown qui pourraient s'occuper de cette ceinture là. Alors apparemment on va plutôt partir effectivement sur un règne de Corbin. Ça c'est vraiment pas pour m'emballer. Voilà, moi je remiserai tout ça dans la division tag team. Je suis sûr qu'ils pourraient faire des très bons matchs tag team tout cela. Parce que Rick Boogs il est quand même encore super green. Riddick Moss et Corbin, bon, on va pas s'enthousiasmer pour les voir catcher en solo. Donc je sais pas, foutez-moi ça en tag team et puis la ceinture intercontinentale, et il faut la donner à quelqu'un d'autre quoi. Ouais, c'est vraiment le point faible de l'émission de ce soir, hein, tout ce segment là. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est remiser ça autre part dans la division tag team et puis libérer la ceinture intercontinentale pour des gens qui auraient plus de choses à faire avec. La mérite. Voilà, des gens qui la méritent. J'aime pas trop parler de mérite, mais y a Sami Zayn qui est là, hein, redonnez-lui le titre, et puis voilà, c'était un super champion intercontinental par exemple. Ouais, moi aussi j'ai eu un problème Alzheimer au début du show parce que pareil, j'ai eu un espèce de trou d'air comme ça en me disant mais qui c'est le champion intercontinental au fait? Honte à moi, comment ça se fait? Je ne savais plus qui était champion intercontinental. Après ça m'est remonté, je fais ah ouais c'est Shinsuke, c'est vrai. Et je rejoins Géliel, je serais assez d'accord pour que la ceinture aille sur les hanches de Baron Corbin. En attendant, je pense que le titre serait beaucoup plus intéressant. Parce que vraiment Nakamura c'est tellement lénifiant que vraiment une telle déception pour moi ce japonais à la WWE, j'en attendais tellement, c'était c'est une des rares périodes de la NJPW où je suivais le catch japonais pas mal, entre autres parce que j'aimais beaucoup Shinsuke Nakamura et que j'adorais ce qu'il faisait. Voilà, je l'ai vu sur des Wrestle Kingdom, sur des G1 Climax. C'était un catcheur que je trouvais génialissime au Japon, que j'ai continué à trouver bon à NXT. Et vraiment l'arrivée du main roster, la rivalité avec AJ Styles, il y a finalement le seul passage où je suis monté un peu en hype avec lui, ça aurait été quand il a gagné le Royal Rumble, où je trouvais qu'il déméritait pas du tout de gagner ce Royal Rumble. Mais après, ce n'est qu'un vaste désert pour moi la carrière de Nakamura. Je comprends pas. Et en même temps, on peut dire qu'il a la confiance des officiels, il a la confiance des bookers, qu'il est toujours à l'antenne, qu'il n'y a pas de problème, que c'est un vétéran maintenant, hein, et qu'il doit certainement, ça doit être un mec considéré comme sûr sur le ring et tout ça. Donc voilà, il fait son chemin, il est champion intercontinental, mais il faut, disons que ça change. vu ce qu'il fait quand même, c'est dur qu'il blesse qui que ce soit ou qu'il se blesse lui-même. Hein, ouais, il y a très peu de prise de risque. C'est pas faux. Quand il donne des coups de genou sans plier la jambe, c'est quand même. Voilà. Bah après, Nakamura, il aura ce prestige d'avoir affronté Brock Lesnar au Japon. À partir de là, je pense que de toute façon, il avait une place de choix à la WWE, et puis il a su jouer le jeu de la WWE de toute façon. C'est un peu, il fait tout ce qu'on lui dit de faire, quoi, Nakamura. Donc, effectivement, ouais, c'est un peu, du coup, c'est un peu le même profil de Corbin. Hein, c'est un peu les employés du mois. Ouais, c'est vrai. Très corporate tous les deux, quoi, finalement. Et donc, c'est pour ça que ça match et qu'ils ont du temps d'antenne chaque semaine. Donc voilà, ça on pourra pas leur reprocher. Bon bah messieurs, voilà, on rentre. Ça c'était le main event catch-up. Le main event catch-up. Le main event de catch de ce SmackDown. On arrive dans le climax, dans le drama, dans le soap opéra. Ça y est. Dans les dirt sheets. Ouais, et dans les dirt sheets, bien évidemment, il faut que ça s'accompagne, obligé. Et on va enfin régler l'affaire Becky Lynch et Charlotte Flair concernant les deux championnes respectives de Raw et de SmackDown. Sonya Deville est sur le ring, elle accueille Becky Lynch, elle accueille Charlotte Flair. L'officiel va nous expliquer qu'étant donné que les deux lutteuses ont changé de division, tout en gardant le championnat de leur division initiale, elles se doivent d'échanger le titre afin de rétablir un certain ordre dans la hiérarchie. Becky et Charlotte n'ont pas vraiment l'air de vouloir le faire, cet échange.
C'est assez houleux, c'est assez tendu. On s'échange des regards pas très sympathiques. On se parle pas très fort et assez mal. Euh, Ça se balance un peu les ceintures. Bon, voilà. On n'est pas content, on les balance par terre. Ouais, t'as qu'à la ramasser, toi. Bah non, vas-y, ramasse-la, toi. Enfin bref, ambiance vraiment pas sympathique entre les deux femmes. Finalement, on y va, quoi, au turbin. Ça finit par se faire, cette affaire. Charlotte Flair devient de fait la nouvelle SmackDown Women's Champion. Becky Lynch, la nouvelle Raw Women's Champion, titre au passage qu'elle n'a jamais perdu officiellement, rappelons-le. Dès cet instant, Charlotte Flair a dit avoir entendu la réflexion de Becky Lynch plus tôt ce soir et que si elle le souhaite, bah pourquoi pas s'affronter un mois avant les Survivor Series où la gagnante rafle tout dans un winner takes all. Alors les Survivor Series, pour resituer, ça se passe le 21 novembre, donc c'est dans un gros mois, on va dire maintenant. Becky, elle va pas avoir le temps de répondre car Sasha Banks fait son entrée. Alors Sasha Banks, elle écoute régulièrement les reviews de Catch-Up et elle sait l'amour que porte l'ignoble Ringside à son encontre et qu'il fallait obligatoirement que pour son retour dans une review de SmackDown, elle fasse son entrée et c'est exactement ce que va faire la boss. Elle va provoquer Charlotte en disant salope! Oh, pardon, excusez-moi, ça m'a échappé. Elle l'a insulté, elle lui dit que c'est son show, qu'ici c'est chez elle, c'est sa maison. La reine là-dessus, elle va pas se démonter quand même. Hein. Elle va lui rappeler qu'ici c'est un show PG et qu'elle a le seum d'avoir perdu la veille. Becky, pendant ce temps, elle veut pas perdre son temps. Elle dit qu'elle va se barrer à Raw et qu'elle verra l'une des deux au Survivor Series. Sacha reprend les provocations envers Charlotte Flair, mais la championne prend ça un peu de manière hautaine, un peu avec légèreté, ce qui va agacer proprement la boss qui va tout simplement l'attaquer. Charlotte va bloquer un backstabber, elle va fuir du ring, mais Sacha va revenir avec une météora en dehors du ring. Sonia Deville revient pour séparer les deux femmes et on clôt le SmackDown là-dessus. Alors là, je ne peux que commencer avec mon bon Ringside. Sacha, Ringside, elle était là, elle était au taquet et elle s'est attaquée aux deux nanas qui n'arrivaient plus à s'en sortir avec leur échange là en fait. Hein. Bah, c'est exactement ça. Hein. C'est du coup Sasha Banks qui s'en sort avec les honneurs, qui vient sauver la situation. Alors il y a eu tout un pataquès sur cette histoire de ceinture. Je te laisserai peut-être en parler après. Visiblement, Charlotte était pas trop contente de l'histoire de ce soir, de l'échange de ceinture. Elle aurait voulu perdre sa ceinture face à Bianca Belair proprement. Donc il y a eu un petit cafouillage pendant le segment. Moi, je trouve qu'il y a la personne qui fait la grosse erreur, je trouve que c'est Sonia Deville. Parce que donc, Becky essaye d'attraper, ou je sais plus, c'est Charlotte qui essaye d'attraper la ceinture, elle n'arrive pas, la ceinture tombe par terre. Et t'as Sonia Deville qui dit à Charlotte, ramasse la ceinture, là, elle lui donne des ordres comme si c'était je sais pas qui. Pour moi, c'était à Sonia Deville de ramasser la ceinture. Hein. Et ça a donné quelque chose de bizarre. Ils n'arriveront pas trop à se remettre de tout ça. Heureusement, Sasha Banks débarque. Tout ça, ça dure quelques secondes, hein, cette histoire d'échange de ceinture. Je te coupe un instant, juste sur ton histoire de. Je suis d'accord avec toi sur le principe que Sonia Deville, oui, pour moi aussi, elle doit ramasser la ceinture. Les championnats, etc., c'est toujours présenté par un arbitre, un officiel, des fois un guest. Et ben là, c'est exact. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que tout de suite, je voulais couper là-dessus pour dire ouais, c'était exactement ce qu'il aurait fallu faire. Et je n'ai pas compris moi non plus cette attitude de Sonia Deville là-dessus. Vas-y, je te laisse reprendre. Ouais. Et puis derrière, Sasha Banks qui débarque. Voilà, encore la patronne a été magnifique dans sa combinaison là toute moulante. Et Becky Lynch qui s'en va en grande princesse là en nous disant ouais je vous vois à Survivor Series, une des deux, hein, vous vous démerdez avec votre ceinture, on réglera les comptes là-bas. Voilà, donc il y a tout un gloubi-boulga dans les coulisses. Visiblement Charlotte n'est pas contente, apparemment Vince McMahon n'était pas très content non plus. Honnêtement, au visionnage, il y a un petit moment de malaise avec les ceintures qui donnent le truc bizarre, mais comme je dis, moi je mets toute la faute sur Sonia Deville. Pour le reste, c'est des conflits d'ego, ça arrive dans le main event. Mais au final, sur le produit fini, on a une belle Sasha Banks qui revient en force dans le roster, puis ça ouvre des histoires pour la suite, donc je ne trouve pas ça si catastrophique que ça au final. Papy ? Ouais, pas catastrophique, pas extrêmement, pas non plus génial.
J'en ai parlé au début. Le fait qu'il fasse pas un échange en coulisses à l'arrache avec les deux qui a l'air de s'en foutre des ceintures, comme ça avait été le cas pour le New Day et Street Profits, je trouve ça plutôt bien, finalement, que chaque championne ait l'air de dire qu'elle est super, pas fan du tout de donner sa ceinture. D'ailleurs, les deux résistent vachement longtemps. Effectivement, Sonya Deville gère pas le truc, mais de toute façon, elle est souvent larguée quoi, quand elle se retrouve avec des main eventers, et en l'occurrence des main eventeuses. Elle est pas au niveau hein, par rapport à Charlotte, Sacha, Becky. Ça reste Sonya Deville. Hein, C'est ça. et c'est pas, c'est pas du tout son niveau le main event. Et donc du coup, elle est un peu paumée. Est-ce que c'est grave ou pas? Pas plus. Moi, ce qui m'a un poil dérangé, les filles étant tenues pour catcher, ils ont parlé plein de fois de faire du Becky to belt, du machin to belt et du machin et tout. Puis au final, il y a rien qui se lance vraiment. Alors Ouais. que ils auraient pu justement dire voilà, vous la ramenez, on fait plus un échange, on fait un match et puis c'est parti mon kiki quoi. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu avoir le match. Hein. Ah ouais, et voir Sacha qui débarque, du coup, j'étais un poil déçu parce que je me suis dit, merde, j'aurais bien été content d'avoir un match. Alors, j'avais pas fait gaffe au chrono, je sais pas s'il restait beaucoup de temps ou pas. Mais bon, puis après, Sacha, elle se replace. Mais alors, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que Sacha, elle est plus du tout suivie par le public en tant que face, en fait. Là, elle pète la gueule à Charlotte et j'ai l'impression que le public l'applaudit pas. Donc, on va avoir un Sacha versus Charlotte heel contre heel. Ce sera, ouais, et il y a un gros problème de face à SmackDown, parce qu'on en a déjà parlé, hein, et c'est peut-être pour ça qu'ils gardent Naomi d'ailleurs en carte secrète. Mais ouais, donc, s'il y a un problème de face à SmackDown, effectivement. Naomi, c'est ce qu'il faut. oui, voilà, j'ai bien compris ta référence. Le jeu de mots. Mais voilà, donc, c'était pas mal, mais, ouais, c'était pas non plus exceptionnel, quoi. Je suis vraiment resté sur ma faim sur ce segment-là. Alors, content qu'il y ait un bout de scénario écrit. Alors, l'idée était bonne, mais la réalisation était pourrie, en fait. Et du coup, ça vire mal, ça tombe. Finalement, elles auraient pu se foutre sur la tronche dans un vrai match. Effectivement, c'était quand même vachement plus sympa. Après, il y a Sacha qui débarque, Becky qui s'en va. Alors, ok, on va partir vers du Sacha, effectivement, Charlotte. Moi, là, je suis très content. On va voir un peu ce que ça donne. J'avais l'impression que Charlotte, elle tournait un peu toujours autour des mêmes. Donc, très bien. Mais voilà, c'était mal réalisé, quoi. L'idée était toute simple. Ça va, on passe les ceintures et puis on lance une feud côté SmackDown. Et je trouve que c'était hyper compliqué pour finalement pas grand-chose. Et ce qu'ils ont voulu faire, enfin, je n'ai pas été embarqué. Ça a pas bien marché sur moi, quoi. Voilà. Alors que ça pouvait être quand même relativement simple à faire, quoi. Ouais, un peu comme vous, voilà. Je n'ai pas compris deux choses, c'est cette affaire Sonia Deville. Pourquoi elle n'a pas pris les titres et qu'elle n'a pas donné explicitement, étant donné qu'elle est l'officielle, elle est la voix de la loi et de l'ordre. Pourquoi elle n'a pas donné les ceintures et pourquoi il y a eu ce comportement-là de ramasse-là, etc. Enfin, je veux dire, Charlotte, après, sur ce qu'on sait un peu après, d'ailleurs, s'est sentie d'ailleurs très mal à l'aise avec ça, quoi. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle a réagi de cette manière-là et qu'elle n'a pas voulu ramasser sur le coup la ceinture. Donc ça, c'était mal foutu. Et comme vous, alors là aussi, pareil, c'est que j'attendais un match sur le coup, l'arrivée de Sacha. J'ai plutôt vécu ça comme une déception, quoi. J'avais rien contre Sacha en tant que tel, mais sur l'instant, il me semblait que là, c'était l'idéal, là. Bon, ok, allez, arbitre, referee, faites sonner la cloche, et puis on va se mettre dessus. Voilà, on va régler ça tranquille, à la bagarre, et ça aurait été super cool. Mais en fait, non, pas du tout. Alors, comme papy, moi, j'avais pas regardé non plus le timing, donc du coup, je savais pas trop à quel moment du show on en était, mais ça me paraissait tellement évident, finalement, le match en lui-même, parce que moi, si vous voulez, je me suis fait avoir, parce que jamais je n'ai pensé une seule seconde que le Corbin-Nack était le main event catchesque. Je me suis dit, on va avoir un autre match. J'étais convaincu qu'on allait avoir un autre match. Il y avait de la matière en plus. Hein. Et ouais, et donc si tu veux, le segment du main event me semblait totalement logique et on allait avoir un match qui allait se dérouler entre les femmes, entre le main event des femmes, quoi. Et non, et puis pas du tout. Arrivée de Sacha, cassage de gueule. Alors Sacha, voilà, combinaison magnifique, elle a pété des mâchoires, etc. Elle a fait son impact. À Sacha, j'ai rien à lui reprocher finalement, comme ça a été booké, il a été décidé qu'elle intervenait, qu'elle interférait, et elle l'a fait de façon magistrale. Et aucun problème avec l'intervention de Sacha.
Mais effectivement, c'était bizarre. Alors, on parlait de l'ambiance générale, apparemment, et l'ambiance générale a été assez détestable avec Charlotte, qui était absolument pas d'accord, apparemment, avec selon Fightful Wrestling, enfin selon plein de médias catch qui le relèvent dans tous les sens depuis hier soir. Mais il semblerait, je vais mettre il semblerait Dans les que milieux autorisés. dans les milieux autorisés, on s'autorise à s'autorise à penser. Et voilà, dans les milieux autorisés, on s'autorise à penser que la pensée est autorisée et donc que Charlotte était pas contente du tout du booking au niveau de Crown Jewel et du dernier Raw, qu'elle l'a fait savoir, que quand elle est arrivée au show à SmackDown, elle a eu des mots avec Becky parce qu'elles n'étaient pas d'accord en fait entre elles deux sur le booking et sur la marche à suivre sur le segment de SmackDown pour l'échange des titres. Que du coup, apparemment, quand il y a eu le premier segment avec Becky en coulisses, quand il y a eu un premier package vidéo, première interview de Becky, derrière, Charlotte et Becky se sont retrouvées à nouveau backstage et ça n'a pas été du tout. Du coup, quand elles sont montées sur le ring, elles étaient en tension un peu toutes les deux. Ça a cafouillé à mort parce que en plus Sonya Deville, pour moi, a botché, hein, clairement. Et ça a entraîné tout un tas apparemment de tensions finales, tellement finales que ça s'est terminé qu'il semblerait que messieurs, les dames ont utilisé des mots grossiers en revenant dans la Gorilla Position. C'était vraiment ambiance pas cool entre Becky et Charlotte. Et puis voilà, puis Charlotte est partie bouder. Puis Charlotte finalement, elle a été rejoindre son homme à Rampage et elle a été ou à Dynamite, je sais plus. Elle a été dans les coulisses de la AEW pour regarder Andrade catcher. Voilà, ça c'était l'épilogue. Mais tout ça pour dire que y a alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas. Alors moi, ça me plaît, hein, ce genre de truc. Je vous le dis direct. Hein. Moi, je trouve que ça fait très soap opéra. Je regarde en partie du catch un peu pour ça. Même quand chez les hommes, ce genre de scénario se déroule, moi, ça me fait pas mal rire, quoi. Alors évidemment, seulement on le prend pas de la même manière en 2021 qu'on le prenait en 1990 ou en 2000, parce qu'à l'époque n'existaient pas les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Donc ça prend des proportions complètement folles, quoi. Je vous laisse imaginer Twitter avec une histoire là entre Charlotte et Becky, quoi. Donc, globalement, moi j'ai trouvé que ce segment il était un peu foiré et que c'est Sacha qui, j'étais pas content de son intervention, mais je trouve que c'est Sacha qui sauve le truc et elle fait un tel impact à la fin du segment que du coup on se dit bon bah ok, bon bah voilà, allez ça y est c'est fait, ça y est ce putain d'échange là, on n'en parle plus. Et puis finalement Sacha elle a mis un partout la balle au centre et elle aura démonté la tête à tout le monde. Donc je pense que ringside, ça, ce genre de truc, ça devait te satisfaire. Ouais, moi je suis content de voir Sasha Banks tirer son épingle du jeu quand les deux autres s'engueulent. Juste pour 2-3 précisions par rapport au dirt sheet tant qu'on est dedans. Ce qui fait partie de l'histoire aussi, c'est que Becky Lynch voulait une image où on la voit avec les deux ceintures sur les épaules pour redonner un petit coup de Becky to Bells. Et ça, Charlotte le voulait pas. Et c'est pour ça qu'elles n'arrivent pas à s'échanger les ceintures, parce que Charlotte veut s'arranger pour qu'elle puisse pas faire son image, quoi, Becky Lynch, parce que pour elle, Charlotte, ça l'a diminué dans le ring. Hein. Et c'est les deux main eventeuses de chaque côté. Hein. Donc là, on est chacune essaye de protéger son image. L'ego, là. Grosse guerre d'ego, clairement. Voilà, ça c'est un truc qui arrive souvent chez les mecs. La révolution féminine est passée par là, maintenant ça se passe chez les gonzesses aussi. Hein. Et l'autre histoire, c'est que apparemment il y a des tensions entre les deux depuis que Becky Lynch a fait une promo où elle a mentionné que Charlotte avait fait de la chirurgie esthétique, hein, où elle avait parlé de plastic doll ou je ne sais plus quoi dans sa promo. Il paraît que apparemment elle a un peu mal pris, Charlotte. Mais bon, tout ça c'est des dirt sheets. On met des guillemets tout autour de ça. Mais bon, tant qu'à faire, on vous déballe tout. Ouais, donc bah voilà, hein, ça c'est ce qui se passe quand on est au sommet de la chaîne alimentaire, quand on est deux. Il commence à y avoir des conflits d'ego, ça commence à poser des problèmes. On sait que Becky Lynch elle est très bien vue par Vince McMahon, elle est considérée comme une des grosses attractions de la WWE. Je pense que Charlotte Flair, elle a pas à se plaindre de son traitement non plus. Elles ont toutes les deux fait les main events de Mania, donc elles ont quand même été traitées le mieux du monde l'une comme l'autre. Il y en a peut-être une qui s'est arrachée un peu plus pour y arriver, mais bon, je pense que Charlotte non plus, elle a pas démérité parce qu'elle a toujours fait un excellent boulot.
Donc pour moi, il n'y a pas trop de coupables dans cette histoire. C'est les aléas du catch. Ça arrive comme ça de temps en temps. Je pense que Vince McMahon est suffisamment intelligent pour savoir gérer le truc. Et au final, tout ça, ça fait du buzz. Et c'est tout ce qui compte, quoi. Ouais, exactement. Ouais, bah ouais, ça fait marcher le business. C'est bien joué, je trouve. Donc voilà. Contre, au niveau de l'interprétation, sans dirt sheet et avec dirt sheet, c'est pas la même chose, quoi. Ouais, Et c'est sûr. sans le dirt sheet, on se dit, bah tiens, il y a des filles qui sont attachées à leur ceinture, quoi. Le titre est Ouais, quelque chose, le titre est valorisé, c'est vrai. elles tiennent à ce qu'elles ont fait, le travail, etc., qu'il y a derrière. Avec les Ouais. égos, Ouais, tout ouais. ça vole en Là, je suis éclats, d'accord. et c'est uniquement le fait de, tiens, attends, c'est moi qui est la plus grosse, c'est pas elle, etc., quoi. Et il y a quand même, tu vois, donc effectivement, tu disais dans les années 90, on n'en parlait pas ou ça se parlait, enfin, on n'en voyait pas le 1/10 de ce qu'il y avait et ce qu'on entend maintenant, puisque dès il y a toujours un téléphone qui traîne, même backstage pour tout choper. Du coup, c'est toujours la question, est-ce qu'on s'attache vraiment surtout dans le catch, est-ce qu'on s'attache vraiment à voir toutes les infos ou est-ce que des fois, ce qui nous est présenté correspond vraiment à la volonté et à l'idée que les bookers et que les storyliners s'étaient fait du truc, quoi. Ouais, je Ouais. sais pas. Quelle question en Enfin, l'air à mettre sur le tas avec c'est- pour les. pour les compteurs du catch. Tout à fait. Et ça, je suis d'accord avec toi, hein, mais moi, le problème, c'est qu'après, je lis des trucs et tout, tu vois, parce que Je sais, je sais. je prépare mes reviews religieusement pour catch up et je me dis, bon, allez, faut que je prenne quelques infos sur le dernier SmackDown ou le dernier Raw pour savoir un peu. Donc, je me retrouve un peu par le positionnement du podcast à devoir un peu lire quelques infos. Alors, effectivement, dans la masse, il y a puis il y a plusieurs sites. Les sites français, ça peut être compliqué sur certains moments, en particulier sur certaines traductions. Donc, du coup, je vais plutôt, voilà, sur des gens plutôt des trucs comme Ringside News ou Fightful Wrestling. Fightful Wrestling qui est vraiment pour moi l'un des plus fiables jusqu'à présent. Et donc eux aussi ont relayé quand même massivement les problèmes d'ego entre Becky et Charlotte. Mais moi je vous le dis, moi je prends ça de manière assez positive parce que je trouve ça plutôt cool en fait. Je trouve que c'est bien, ça met de l'animosité, de la rivalité. Voilà, on a deux super méga stars là, féminines là. Et on en a même plus que deux en fait. Moi je trouve que là on en a 5 en ce moment quoi. Parce que Bailey est blessée, mais il y a Bailey, il y a Sacha, il y a Bianca et Charlotte et Becky. Là on a 5 filles là, c'est quelque chose quand même. Hein. Je crois qu'on a de la chance de vivre une division féminine au niveau du main event à la WWE qui est quand même assez fantastique quoi, non? Et encore, on a dès qu'on aura retrouvé Asuka, on pourra mettre une sixième. Et il n'y a pas Asuka, et ouais, il y a Asuka que j'adore, et Asuka, oh là là, Asuka est pas là, c'est vrai quoi. Toujours blessé, hein, toujours out pour l'instant quoi. Donc voilà, bon bah voilà messieurs, écoutez, trêve de digression, on va passer au top flop note. Alors là, gros top flop note là, hein, 4 mecs qui vont donner leur top flop note sur ce Friday Night SmackDown du 22 octobre 2021, et on rattaque avec le ringside. Ouais, bah je vais donner mon top à l'opener qui était super cool avec encore un gros Brock Lesnar et un Roman Reigns au top. Je vais donner mon flop à la division intercontinentale là. Nakamura et compagnie. Comme je disais, ça il faut transférer ça dans la division tag team, ce sera très bien. Et donnez-nous un vrai champion intercontinental. Et je vais donner un bon 4 en note. Hein. Moi, j'ai passé un bon moment sur cette ouverture de saison. Ouais, je suis peut-être un peu trop léger. Hein. Ouais, mettons 3,5. Allez. Mais non, garde ton 4. T'as mis 4, t'as mis 4, hein, si c'est Ouais, comme ça que tu l'as allez. ressenti. Hop. Voilà, avec un final qui fait scandale. Voilà, un beau Drew McIntyre. Je trouve que c'est un très beau début de saison. C'est un final qui fait de la controverse et que toute la semaine ça va alimenter jusqu'à l'épisode de la semaine prochaine, et ça c'est exactement le genre de truc que la WWE aime. Génial. La Alors, sentence de l'archange. mon top, je vais le mettre à Xavier Woods, qui a réussi à me convaincre Ah. que peut-être ce King of the Ring, on allait voir des trucs sympas et que avec l'énergie, l'envie qu'il amène, plutôt que effectivement amener le sentiment toujours un peu du heel King of the Ring qui se moque, qui ricane, etc. D'avoir une autre ambiance et puis vraiment embarqué par beaucoup d'énergie. Voilà, intéressé pour savoir ce que ça va donner. Donc à Xavier Woods et puis avec Kofi à côté qui était très en forme. Donc mon top va pour eux. Le flop,
Bah, je vais le donner à Part-Time Lesnar voilà, alors que il y avait pas mal de choses qui pouvaient avancer et le fait qu'il retourne faire un tour en RTT là, ça me fatigue un peu. Je sais pas qui lui valide ses congés, mais je trouve que ça en fait beaucoup. Donc voilà pour Lesnar. Et puis j'ai trouvé le show un peu plus décousu que d'habitude, avec un peu moins de fil rouge que d'habitude. Alors il y avait aussi pas mal de choses qui étaient un peu en dessous parce qu'il y avait le gros pay-per-view juste avant. Du coup, j'ai pris un peu moins de plaisir sur ce SmackDown que sur des précédents, donc je vais rester sur un 3 parce qu'il se regardait bien. Le format me va toujours bien en termes assez courts, assez condensés, mais un peu moins sympa que précédemment. Donc 3 pour moi. Puis, Yes, et ben je vais pas faire original parce que je vais reprendre le top et flop de Ringside en fait, que je partage totalement. Donc le top pareil, donc à l'opener que j'ai trouvé super vivant, super voilà, bien foutu, bien rythmé. Alors certes c'est un classique, mais de l'autre côté quand c'est bien fait, bah, ça se regarde toujours avec plaisir. Le flop, titre intercontinental parce que et c'est lourd. En plus c'est même pas des nouveaux là, c'est deux anciens de SmackDown qui étaient déjà là avant, puis tu les vois qui continuent à galérer dans leur histoire qui est pas passionnante. Et le match était long en fait pour vu le contenu. Et ma note, alors moi je vais être un peu plus sévère que vous parce que alors je sais pas si c'est le fait d'avoir l'enchaînement de matchs de show là qui fait cet effet-là ou c'est peut-être aussi parce que c'est intéressant pour un public de la Fox de découvrir des nouveaux catcheurs, mais pour un gars comme moi qui regarde Hero et SmackDown, quelque part, Drew McIntyre, c'est pas une découverte, quoi. Et donc, du coup, ce show-là de présentation des catcheurs, ça va pas forcément passionner. Comme l'a dit Géliel, il n'y a pas de fil rouge en plus, puisque le fil rouge, on pourrait dire que c'est l'échange de ceinture, mais ça a apparu très très tard dans le show. Donc, euh, donc ce petit show de présentation du roster, ça va pas passionner. Moi, j'attends vraiment qu'il lance des vraies histoires là, parce que là, pour l'instant, il y a pas d'histoire du tout qui se raconte et ça me gêne beaucoup. Donc, du coup, je vais donner un 2,75 à ce show. bon, eh bien, écoutez, bah moi justement, bah moi je vais donner mon top pour changer un peu et je vais donner mon top à l'arrivée à SmackDown de Drew McIntyre. Voilà, le Drew il est Oh, venu, il a déglingué la mâchoire à Sami Zayn, il est installé dans le show, ça me fait très plaisir. Donc c'est cool c'est cool de l'avoir dans le monde merveilleux du show bleu. Moi je suis ravi. Et j'espère une grosse performance de la part de Drew McIntyre à SmackDown. Mon flop, j'aurais pu le donner à deux trois trucs différents en fait. Je suis assez d'accord avec vous sur tout ce qui concerne la division intercontinentale. Je sais pas. Je vais le donner à Sonia Deville. Je vais le donner à Sonia Deville parce que vraiment, la Sonia Deville, elle est intervenue plusieurs fois au micro. Que la semaine dernière, j'avais un peu chouiné déjà à propos de Sonia Deville, mais pas Ouais, il trop. faudrait la virer, hein, honnêtement. Mais là, j'avoue que cette semaine-là, franchement, ces interventions, que ça soit dans le premier segment avec Becky, que quand elle est revenue après qu'elle ait interrompu, qu'il y a Drew McIntyre qui est là et qu'elle ne sert mais strictement à rien en fait. Hein. C'est Drew qui arrive et qui lui dit bon bah voilà, moi ce soir je vais faire comme ça, je fais un open challenge. Même, en fait, il vient juste se mettre devant elle pour la prévenir quoi, mais il en aurait même pas eu besoin. Il aurait pu venir direct au ring puis dire voilà les gars, c'est comme ça que ça va se passer ce soir. Euh, le truc avec Naomi qui dure depuis des semaines et des semaines et qui n'en finit pas et qui me gonfle semaine après semaine. Et puis au final, ce botch, parce que pour moi c'est un botch, ce botch dans l'échange avec Becky et Charlotte sur les ceintures là. Donc Sonya Deville en ce moment, je préfère, quitte à choisir un officiel là, je préfère Adam Pearce qui me semble peut-être plus sobre et comme il est en capacité de prendre des bumps, ce qui n'est pas le cas de Sonia Deville apparemment, hein, en tout cas j'ai l'impression qu'elle n'est pas capable de faire quoi que ce soit physiquement et je peux pas dire qu'elle m'intéresse énormément là et je trouve que ouais ça commence à devenir longuet avec Sonia Deville là. Et ce SmackDown m'a pas emballé des masses moi au final. Hein. Il y a que très peu de il y a que 4 matchs et en fait il y a 3 matchs qui condensent 12 minutes de catch quoi. Les matchs, ça, c'est surfait. Ouais, c'est très surfait les matchs dans le catch, je sais bien quoi. Et même le Happy Corbin Shinsuke Nakamura atteint même pas les 10 minutes quoi. Et c'est le main event catchesque de ce SmackDown quoi. Donc moi je trouve que c'est fait vachement léger quoi. Donc je suis peut-être un peu plus
exigeant, parce que là, en plus, les reviews de SmackDown, j'en ai fait un paquet à la suite, là. Et je trouve que ça doit être au moins le 2e ou 3e SmackDown où je me dis, oula, ça baisse un peu. Alors, je leur donne un peu le bénéfice du doute, parce qu'effectivement, il y a eu Crown Jewel juste la veille au soir. Les mecs sont revenus d'Arabie Saoudite pour débarquer quelque part au fin fond du Kansas, avec quelques rednecks bourrés à la bière et au tacos. Bon, ok, d'accord. Mais c'est pas une raison quand même. Donc moi, j'ai pas été super emballé. Et moi, je vais lui mettre qu'un 2,5. Je vais lui mettre que la moyenne à ce SmackDown. Voilà, messieurs. Pour notre top note, énormissime ce top flop note là. Carrément un fatal four way pour un top flop note. On s'en sort plus, quoi. Je sais pas, vous avez peut-être un dernier mot. Vous aviez vu quelques petites infos dernièrement. Mon petit ringside, je sais que des fois, tu as quelques infos comme ça qui débarquent fraîchement. Mais si, il y a une mauvaise nouvelle cette semaine, c'est qu'on a appris que Jim Ross avait un cancer. Ouais, cancer de la peau. Ouais. Il a le temps de diagnostic pour savoir comment soigner tout ça. Plutôt une mauvaise nouvelle. Mais sinon, une très bonne nouvelle, l'arrivée de Tony Nese à la All Elite Wrestling. Ça, je sais oui, il était à Dynamite. On a le droit d'avoir le cœur réchauffé avec cette info. Mais sinon, tu avais parlé d'un dark match, non, en fin de show. Oui, parce qu'au final, il y a eu un dark match, effectivement, dans ce SmackDown, quoi. Et, ça devait être avec Keith Lee, non? Alors... Keith Lee, eh ben non, c'était pas Keith Lee. Ils ont donné... Souvent, il y a un beau main event, un beau dark main event à SmackDown. Et là, en l'occurrence, messieurs, c'était Bianca Belair qui affrontait Becky Lynch. Et c'est Bianca Belair qui a gagné ce match. Ah ouais. Eh ouais. Eh ben d'accord. Bravo. Ouais. Bravo. Écoute, on sent pas des trucs dans les dark matchs. Elle est championne alors. Dans les... elle est championne alors, qui sait, on nous a pas dit. Y a pas voilà, c'est une news de catch-up, la nouvelle championne, Bianca Belair. Ah là là, je te jure. Enfin voilà comment se termine ce SmackDown définitivement, et ainsi comment s'achève cette review. Alors évidemment, quand vous allez voir le timing s'afficher, vous allez avoir peur, peuple de catch-up, puisque nous faisons une review qui est plus longue que le show en lui-même. Bienvenue sur Catch-Up pour ceux qui ne nous connaissaient pas. Surtout, restez avec nous. Et pour nous retrouver, c'est facile. Vous pouvez nous retrouver sur la communauté Catch-Up de Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. Laissez des commentaires, abonnez-vous. Ça coûte rien, c'est totalement gratos, comme dirait mon bon Inside. Toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Voici venu le temps des remerciements de cette grosse équipe pour ce gros, ou comme on veut, petit SmackDown du 22 octobre 2021. Mon cher Ringside, merci pour ce retour. Tony Truant. Merci de m'avoir accueilli. J'ai dû fracturer la porte et me battre avec les videurs le service de sécurité de l'immeuble où on enregistre, parce qu'ils se souvenaient plus de moi, mais je suis vraiment très content d'avoir fait cette review avec vous. T'as vu, le patron a mis les moyens dans la sécurité depuis qu'il touche ces actions ça, là. Je les connaissais pas les deux là, donc. Ouais, non, mais. J'ai dû jouer des coudes, mais bon. Il investit dans la sécurité, mais il investit pas beaucoup dans le salaire de ses chroniqueurs. Ah ça. Chacun connaît sa fiche de paye. Je vais pas polémiquer. Mon bon Archange, écoute, merci beaucoup. Et merci Tonton pour ce hosting, et puis merci également à Ringside et à Papy pour ce Fatal 4-Way, toujours très sympa dans les rebonds, donc vraiment super chouette. Merci à toi Papy. Et merci Tonton, merci Ringside, et merci à vous tous en tout cas de faire un effort. J'ai reçu moi ma fiche de paye, et merci à IRM. J'ai été augmenté de 50% par rapport à mes revenus catch-up de l'an dernier. C'est un vrai plaisir. T'avais dit de garder ça secret. Ah merde, on est encore à l'antenne. Ouais. Bon, je crois que je vais. Il y a un syndicat pour les podcasters. Ouais, à la cave. Oh. Ok. Écoutez, peuple de catch-up, c'est sur ces bons mots qu'on vous laisse. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Alors n'oubliez pas, en ligne, vous avez le Monday Night Raw, les deux go-home shows de Crown Jewel, le SmackDown et le Monday Night Raw. Vous avez la grosse analyse de Crown Jewel avec Géliel, Papy et moi-même pour 2 heures de bonheur.
Et puis, on espère que vous aurez pris du plaisir à écouter cette magnifique et fleuve review de Friday Night SmackDown. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait les cordes à linge plein la face. On vous fait un peu de powerbomb aussi, parce que c'est bien les powerbombs aussi. Et puis, je fais des bisous à mes collègues. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Salut Géliel. Salut tonton et salut à tous. Salut Ringside. Salut à tous et salut tonton. Et salut peuple de catch. Je propose qu'on fait pas de blague post-générique comme on a déjà pris beaucoup de temps là pour l'analyse. Ouais, je suis d'accord. L'analyse en elle-même est une blague.